bonne année, plein de roses. Il se trouve que dans le génome de la rose, c'est à peine 1% de ce génome qui détermine la grosseur du calice. Et le calice, c'est ce qui supporte les pétales. Et ça peut aller jusqu'à un peu plus de 300 pétales, ce qui ferait un pétale par jour de l'année. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui ont autant de pétales. Alors, tout savoir sur les roses, j'insiste sur le fait qu'il y a un point d'interrogation. Et je vais tout de suite quand vous apporter la réponse à cette question. Vous ne saurez pas tout sur les roses à la fin de cette présentation. Pourquoi? Parce que d'une part, je ne sais pas tout. Deuxièmement, si je devais dire tout ce que je sais, on y serait encore à minuit. Je ne suis pas sûr que vous soyez tous candidats pour rester si longtemps. Et puis, tertio, le propos que je vous propose cet après-midi, ce soir, c'est d'une part un certain nombre de généralités sur la rose et un deuxième point sur Rose et Catalogne, puisque on est en Catalogne, Côte Vermeille, etc. Et on évoquera tout ça. Donc, l'image qui accompagne le titre « Tout savoir sur les roses », point d'interrogation, j'insiste bien, nous montre une rose qui est posée sur un livre, donc le savoir et la fleur. Cette rose est une rose que j'ai cueillie en face de la poste, juste en face de la poste, du même côté de la poste, et c'est une rose qui, je pense, elle s'appelle Madame Edorario, qui est quand même un nom assez connu, est une rose qui a eu une grande renommée. Les Anglais l'ont même primée, et en Angleterre, elle s'appelle Délémiel. Alors, d'où vient la rose? On a des premiers éléments dans la mythologie grecque, évidemment. Je ne sais pas pourquoi je dis évidemment, notamment grecque. Alors, on dit que c'est peut-être Chloris, qui est devenue Flore après, Chloris qui, trouvant une nymphe comme elle, morte sur une rivière, et là on a Chloris qui est représentée, entourée par ses filles, de pitié, elle a transformé cette nymphe morte en rose. L'autre histoire, l'autre hypothèse, c'est plutôt Aphrodite. Aphrodite, quand elle était avec Adonis, puisqu'elle a été avec d'autres avant, quand elle était avec Adonis, un jour Adonis se fait attaquer par un sanglier, on le voit au fond du tableau, j'imagine que vous le voyez, et blessé, il perd son sang et meurt, et de son sang naît une rose qu'Aphrodite décide de baptiser en utilisant les lettres de Eros, et de Eros à la fait rose, puisque les lettres correspondent. On est dans la mythologie complètement. Une rose qui peut nous laisser rêver et se dire que finalement l'important c'est la rose. Comme le disait Gilbert Bécaud. Alors l'origine, elle n'est pas que mythologique, évidemment. Elle est... Alors, là, on va commencer quelques surprises. D'où est née la rose? Elle serait née il y a 40-50 millions d'années, c'est-à-dire bien avant nous. C'est l'époque des premiers primates. Et elle serait née d'un accident génétique de la fraise. La fraise appartient à la grande famille des rosacées, il y a les pruniers, les pommiers, les fraisiers et les rosiers. Et un jour, un accident génétique, un virus, a fait qu'on a bifurqué et on est parti sur les roses. Alors il y a une image qui suit, qui nous fait voir sur la gauche une fleur et des feuilles de fraisier, pardon, et de l'autre côté, une fleur de rosier. Et ma foi, on peut être frappé par la ressemblance, le nombre de pétales, l'organisation de la fleur,
Même le feuillage n'est pas exactement identique, mais enfin il est dentelé, on voit qu'il y a une réelle proximité. Alors quand j'avance 40 à 50 millions d'années, le fraisier, etc., sont quand même ce sont des travaux de biologistes, c'est pas inventé, c'est pas des hypothèses. C'est notamment une Française qui a beaucoup travaillé sur le génome de plein de rosiers sauvages, en plein d'endroits différents, pour en arriver à cette conclusion, étant entendu qu'elle serait probablement née près de l'Alaska, à une époque où les continents n'étaient pas organisés comme ils le sont maintenant, 50-60 millions d'années, et ça s'est répandu surtout sur cette partie haute du globe, l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient. Et puis, 30 millions d'années plus tard, la mer de Sibérie qui est là-haut se ferme et permet aux roses qui existaient déjà de commencer à se disséminer par le globe. Alors, on parlait de la similitude, de l'origine par le fraisier, et de la similitude entre les deux fleurs de rosier et de fraisier. Là, c'est un petit rosier qui est en pleine, les fleurs sont en pleine éclosion, ça n'ira pas plus loin, et il se trouve qu'il s'appelle fraise des bois, et c'est vrai que le clin d'œil est assez évident. Plus sérieusement, les premières traces qu'on a de rosier, c'est des fossiles. Alors ce fossile a été trouvé aux États-Unis. Pour pas dire de bêtises, je regarde mes antisèches, mais ça a plusieurs millions d'années. Voilà, j'osais pas le dire, je me disais je dois me tromper, non. Ce fossile a 30 à 35 millions d'années. C'est un rosier qui manifestement a pu être identifié. Pourquoi il a pu être identifié? Parce que d'abord on l'a trouvé aux États-Unis, dans une région marécageuse, ce qui est plus facile pour trouver des fossiles, hein, dans des régions sableuses, etc. C'est difficile d'avoir le substrat pour imprimer, pour que s'impriment des feuilles. Et c'est un rosier qui probablement s'appelle Palustris. En voilà un, Palustris, ça dit bien ce que ça veut dire, hein, il vivait dans les marais. Donc on a un rosier qui est là depuis très longtemps autour de nous, bien avant nous, et il y a environ, on a trouvé il n'y a pas longtemps, dans un foyer néolithique, des graines de rosier qui ont été datées de 7 ou 8 000 ans. Bon, Homo sapiens était là, bien sûr. La première représentation en image du rosier, c'est cette fresque du palais de Knossos en Crète. Knossos, c'est 1500 avant Jésus-Christ. Et le bouquet de roses, il est en haut à gauche. On l'appelle la fresque à l'oiseau bleu, parce que c'est vrai que l'oiseau bleu est très présent. Mais la rose est présente, elle aussi. Et alors, les spécialistes, les savants, les faux savants aussi, ont essayé de l'identifier et tout. Bon, il y a des hypothèses qui sont avancées, mais peu importe. Et donc, la rose est là, chez nous, depuis très longtemps. Elle vit à l'état sauvage pendant des millénaires et pendant des siècles. Et il y en a à peu près 150 à 170 espèces différentes réparties sur le globe. Quand je dis sur le globe, c'est simplement sur l'hémisphère nord du globe. Pour des raisons probablement génétiques, à l'état sauvage, la rose n'a jamais franchi l'équateur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a gêné? J'en sais trop rien. Et elle ne nous l'a pas expliqué pour l'instant. Donc, on a 150 à 170 espèces sauvages qui sont réparties. Je vais vous en présenter une dizaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces roses ont été réparties par les botanistes, on évoquera quelques botanistes tout à l'heure, ont été réparties par les botanistes en une dizaine de familles différentes.
étant entendu que ces différenciations se sont faites surtout sur les caractères morphologiques. D'autres explications. La première de toutes, je ne pouvais pas ne pas commencer par celle-ci parce qu'elle est bien de chez nous, c'est Rosa gallica, la rose de France. Alors, toutes les roses, toutes les espèces sauvages ont des noms latins. C'est un botaniste suédois, Linné, qui a été le premier à organiser un petit peu la classification du vivant, et notamment donc, du végétal, et il a fondé la classification sur une dénomination binomale. En premier, on met le genre, et en second, on met l'espèce. Le genre, c'est ce qui vient après la famille dans l'arbre généalogique du règne végétal. Donc on dit Rosa parce que c'est le genre, et on dit Gallica parce que c'est l'espèce. Et on nous dit que ça doit être écrit en italique, mais peu importe. Donc Gallica, on le trouve en France, mais on ne le trouve pas qu'en France, en fait, on le trouve sur tout le bassin des Pyrénéens, on le trouve au Moyen-Orient. Une voisine, mais qui est une espèce différente, Rosa gallica versicolor, qui est à l'origine de toutes les roses panachées qu'on va trouver, on en verra une ou deux plus tard. Toutes les roses panachées viennent directement de cette rose, et c'est des généalogies assez courtes, c'est assez bizarre, il y a probablement des explications, mais c'est des généalogies très courtes qui m'ont amené vers des cultivars modernes. Alors celle-ci, c'est Gallica officinalis. Gallica officinalis, ou rose des apothicaires. Elle a été, ou elle aurait été, parce qu'il n'y a aucun élément historique fiable qui permette de le dire avec certitude, elle aurait été ramenée d'une croisade au XIIe siècle par Thibaut IV de Champagne, qui avait son siège à Provins. Donc on l'appelle aussi la rose de Provins, la Rosa gallica officinalis, on comprend bien ce que ça veut dire. Alors pourquoi officinalis? Parce que déjà on attribuait à la rose des facultés médicinales qui ont effectivement été utilisées de longue date. Et aujourd'hui on trouve entre quelques petites applications l'eau de rose qui est utilisée pour les yeux, je crois, ou des choses comme ça, ou pour s'éclaircir le teint peut-être aussi. Une suivante, Rosa alba, comme son nom l'indique. Les noms, là, vous avez entendu Gallica, Gallica versicolor, Gallica officinalis, Gallica alba. Les noms, grosso modo, il y a trois possibilités de donner des noms aux espèces sauvages. Il y a ou bien une caractéristique physique, alba, ou bien une origine géographique, Gallica, ou bien le nom d'une personne, celle qui l'a trouvée ou celle qui l'a décrite en premier. Et on va trouver ces trois exemples. La suivante, elle devait être là aussi, c'est Pyrénéica, Rosa Pyrénéica, bon, inutile de... C'est une photo que j'ai prise il y a assez longtemps du côté de Saint-Lary. Il y en avait toute une belle station. Alors, elle s'appelle Pyrénéica quand on est ici, quand on est dans les Alpes, elle s'appelle Alpina. Pas de souci, mais c'est bien la même, avec les mêmes caractéristiques génétiques. Là, c'est un rosier qu'on trouve par ici, c'est Rosa pimpinellifolia, caractéristique physique, à feuilles de pimprenelle, et on voit bien les feuilles sont toutes petites, très dentelées. C'est un rosier qu'on trouve sur le plateau Cerdan, assez facilement. On verra après des fructifications. C'est un rosier qui fait des fruits noirs qui sont très jolis, très agréables à regarder. Alors on dit que c'est une plante psalmophyte, c'est-à-dire qui aime le sable, qui est une plante de sable. Et c'est vrai que sur le pourtour méditerranéen, j'en ai jamais vu sur les plages, mais
en Bretagne, sur tout le littoral océanique de l'océan, on trouve des rosiers, vraiment sur la plage, on marche sur les rosiers. Alors celle-ci est un petit peu plus, est déjà un petit peu chez nous. On en reparlera après. Elle s'appelle rubiginosa. Rubiginosa, caractéristique physique, le rosier rouille, parce que le feuillage devient vite jaune, orangé, comme s'il était rouillé. On la trouve par ici, je le dirai comment un peu plus tard. Elle est facile à reconnaître, quand on froisse son feuillage, on a une odeur de pomme, mais vraiment une odeur très caractéristique de pomme. Alors ça, c'est un rosier fabuleux. Jusqu'à présent, on était en Europe, pourtour méditerranéen, etc. Là, on va vers la Chine, une des premières régions d'implantation du rosier sauvage. Un rosier qui s'appelle Bracteata. Il s'appelle Bracteata parce que sous la fleur, il y a des bractées, très très proéminentes, d'où son nom. Parmi les rosiers, parmi les espèces sauvages de rosiers, c'est un des rares qui reste fleuri pendant très longtemps. Vous ne le lirez pas, mais c'est la description par un botaniste de ce rosier. Si on s'amuse à lire, il y a un vocabulaire absolument incroyable. Bon, il suffirait de dire qu'elle a 5 pétales, qu'elle est blanche, qu'elle sent bon, etc. Et mais là, il y a toute des lignes et des lignes, et des mots et des mots, des descriptions extrêmement précises, qui sont fort utiles, parce que quand on hésite parfois entre deux espèces, il y a des détails qui permettent de passer de l'une à l'autre sans problème. Là, elle est de Chine, celle-ci, elle est originaire de Chine. Rosa moyesi. Moyesi, pourquoi? C'est la troisième possibilité de dénommer des espèces sauvages. C'est un religieux en Chine, le père Moyes, qui l'a trouvé, donc on l'appelle Rosa moyesi. J'ai pas retrouvé une photo que j'avais prise une fois, les étamines, bien proéminentes qu'on voit au milieu. À un moment donné, le pollen éclate un petit peu et les pétales rouges sont saupoudrés d'or. C'est absolument magnifique. Alors, un bel exemple ce rosier est intéressant à plusieurs titres. Chine aussi. Il s'appelle Rosa sericea terracantha. Bon. Sericea, pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous le devinerez, mais la tige est couverte d'une espèce de petite soie. C'est pas vraiment des aiguillons, c'est une espèce de petite soie. Quand on passe les doigts, on ne se pique pas. Donc sericea, la soie. En faisant des recherches dans un bulletin de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, j'ai trouvé qu'au siècle, pas dernier, au XIXe siècle, il y avait de la sériculture dans les PO plus haut, je crois, pas sur le littoral. L'autre particularité, alors terracantha, ce que ça veut dire? Là, on est en plein dans le grec, ça veut dire des ailes, des grandes ailes, en forme d'ailes, pardon, et on verra de ces aiguillons tout à l'heure. Et sa grande particularité, c'est de n'avoir que 4 pétales. Toutes les roses sauvages ont 5 pétales, comme ce qu'on a vu tout à l'heure quand on comparait avec le fraisier. Toujours 5 pétales, celle-ci a 4 pétales. Et pour autant, elle a pratiquement pas de descendance, ce qui fait que la rose a 4 pétales. Là, on est en Chine, mais on est en même temps à Banyuls. C'est un rosier là, qui est sur l'avenue du général de Gaulle. C'est Banks, un rosier de Banks. Banks parce que celui qui l'a découvert l'a dédié à Lady Banks, une anglaise. Et on a l'impression d'être couvert de boutons. En voilà une autre, si vous
situé un petit peu quand on va vers Carrefour. Sur la droite, il y a des jardins, et à un moment donné, il y a une entrée de jardin qui est couverte de tuiles, et dessus, il y a deux blanches. Donc, Banksiae lutea, jaune, Banksiae alba, blanc. Ils ne sont pas longtemps fleuris ensemble. Là, j'avais réussi à le trouver. Regardez-le, il est fabuleux, c'est couvert de fleurs. Et pour finir sur les rosiers sauvages, on va finir sur Badius. Il s'agit d'un rosier qui s'appelle Rosa Sempervirens. Sempervirens, c'est-à-dire toujours vert. Vous vous promenez sur le Céris, et vous en trouvez 5-6 stations tout au long. C'est un rosier qu'on dit lianescent, c'est-à-dire qu'il pousse en liane, il part en liane. On le trouve toujours le long d'un flux d'eau. Hein, pas loin, il y a des figuiers, pas loin, il y a ce rosier. Et il se dissémine probablement par les pluies. Les fruits tombent, roulent et puis germent ailleurs. Et quand on dit qu'il a une tendance à se comporter comme une liane, il y a un endroit dans le Céris, là, après un grand virage en boucle, vraiment en épingle à cheveux, il y a des tiges qui font 10-15 mètres. Il grimpe. Alors quand c'est en fleurs, c'est fabuleux. Quand il est en fruit, c'est aussi joli. Il est un petit peu parfumé. Là, bon, on le voit bien près. Là, on voit bien la forme de la rose. Hein. On a les 5 pétales, on a au milieu les étamines. Au milieu des étamines, on a le pistil. Et donc, pendant des millénaires, pendant des siècles, le monde, l'homme a vécu avec pratiquement ces 150 rosiers qui ont d'abord été surtout l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient et tout, puis ils se sont disséminés vers l'Europe, l'Asie mineure, le pourtour méditerranéen. Et on pourrait se poser la question de savoir mais pourquoi un genre comme Rosa ait pu intéresser l'homme avec simplement 150 espèces, alors qu'il y a d'autres espèces végétales, d'autres genres végétaux qui ont beaucoup plus d'espèces. L'explication, je pense, est dans le parfum. Les roses sauvages sont pour beaucoup parfumées, et c'est ce qui a fasciné l'homme. Quand on parle de pouvoir d'attraction, je pense que c'est le parfum, quand on peut penser que c'est le parfum, et les Romains l'avaient bien compris. Leur fête, leurs orgies étaient abondamment arrosées de roses. Ça a été pas un scandale, mais un petit peu. Il fallait tellement de rosiers pour avoir tant de pétales. On disait tout à l'heure que c'est 5 pétales, donc vous imaginez, je ne sais pas combien il y a de pétales ici, mais vous divisez par 5, et vous imaginez le nombre de rosiers qu'il faut. Et donc Rome n'en avait pas assez, et Rome en faisait venir d'Égypte par bateau. Et les Égyptiens qui trouvaient, les paysans égyptiens qui trouvaient la chose intéressante, parce que ça faisait un négoce qui fonctionnait bien, ont, pour certains, abandonné la culture des céréales au profit de la rose. Et ça a été à l'origine, dans certaines régions, de certaines famines, parce que sans céréales, on ne fait pas de pain. Et ça voyageait en bateau, alors pas les pétales bruts, parce que sinon ils seraient pourris, etc. Donc c'était une espèce de poterie. Les pieds de rosier arrivaient ainsi. Donc, avec 150, tout le monde se plaît, les Romains notamment, mais pas que les Romains. Charlemagne, dans l'édit des Vilis, c'est-à-dire le capitulaire, pardon, des Vilis, qui date de 812, Charlemagne indique à Semici Dominici qu'il veut trouver chez les gestionnaires des villas, des Vilis, des plantes organisées en
un jardin médicinal, en jardin potager et en verger. Et dans le jardin médicinal, il veut en 1 le lys et en 2 la rose. Et il semblerait qu'effectivement il y avait des contrôles qui étaient faits par les municipes pour s'assurer que dans les villas, les fermes, les roses étaient bien, toutes les plantes étaient bien là. Là, on est manifestement sur les vertus médicinales. Les Perses ont, eux aussi, comme les Romains, beaucoup aimé le rosier. Et le couple idéal en Perse, c'est la rose et le rossignol. Il y a de très jolis poèmes sur rose et rossignol, et on trouve, pour nous Français, l'enchaînement des 2 mots il est joli, quoi, rose, rossignol. Et on a de grands poètes. On en évoquait un tout à l'heure avec la précédente conférencière. C'est Rumi, mais pas que lui, hein, mais Rumi, Hafez, Saadi aussi, et Omar Khayyam, ont écrit de très belles choses sur les roses. Alors, en plus, il se trouve que la langue perse, le farsi, que je ne connais pas, mais que j'ai eu l'occasion d'entendre parler pendant une tenue une conférence à l'Institut des langues orientales sur les roses d'Ispahan, et il y avait des Iraniens qui étaient là. Et leur langue est vraiment extraordinaire, et eux se vantent de dire que leur langue est la langue de la poésie. C'est probablement une langue qui mérite d'être découverte. Mais bon, elle s'écrit comme l'arabe, mais c'est pas du tout la même sonorité, c'est pas du tout la même musique que l'arabe. Là, donc, tout le monde s'intéresse à la rose, la littérature aussi, le roman de la rose, un roman du XIIe siècle, je ne sais plus combien, 20-25 000 vers, qui a été écrit par deux poètes, le premier Guillaume de Loris, puis un peu plus tard Jean Demain. Alors, on est sur la thématique de l'amour courtois, la rose symbolise la femme, bien sûr, il faut la courtiser, il faut l'apprivoiser, etc. Guillaume de Loris le fait élégamment, semble-t-il que Jean Demain le fait avec beaucoup moins d'élégance, ce qui lui a valu, quelques décades après ses écrits, une réaction très forte de l'une des premières probablement féministes, Christine de Pisan, qui dans le Dit de la Rose critique vertement la manière dont Jean Demain considère la femme, qu'il réifie la Perse, la France. Là on est en Chine. Les Chinois, on l'a dit dès le début, les Chinois ont beaucoup aimé la rose. Et ça, c'est une photo d'une étoffe qui date du 8 ou 9e siècle. C'est couvert de rose. Les représentations de la rose dans la chrétienté sont très fréquentes. Il y a beaucoup de vierges à la rose. L'une des plus belles, c'est pas qu'à mon sens, c'est au sens de beaucoup de gens, c'est cette Vierge à la rose de Colmar. Si vous avez l'occasion de passer à Colmar, à l'église des Augustins, pas au musée Interlinden, un magnifique musée. Dans l'église, il y a pratiquement que ça à voir, mais c'est un retable absolument immense. Et on y voit, sur le détail qui va suivre, là, on y voit une pivoine là en bas, et les roses sont plutôt vers le haut à gauche. Et une chose qui a suscité pas mal de commentaires, c'est qu'habituellement, dans la présentation par le catholicisme des roses, elles sont, avec la Vierge, elles sont rouges. Le rouge pour évoquer le sang du Christ. Et là, on a une rose blanche en plus, ce qui est assez rare. C'est un retable qui date du milieu du
XVe siècle, d'un artiste qui s'appelle Schongauer, manifestement un grand artiste, puisque Dürer, Michel-Ange sont venus voir son retable pour s'en inspirer. C'est vraiment très très impressionnant, et en plus il est plus petit qu'il ne l'était à l'origine, parce qu'il a été victime au début des années 1900 d'un vol, et il y a des pièces qui ont complètement disparu. Évidemment, le vitrail, et vous avez le pétale, vous avez pas les pétales, vous avez au centre, là, il se trouve que c'est la Vierge. Ça, c'est un vitrail de Notre-Dame de Paris, dans sa version récemment restaurée. Et c'est vrai qu'il est assez transparent. Alors, je parle du catholicisme, il faut savoir que les autres religions se sont appropriées la rose aussi. Pour l'islam, la rose est la fleur de Dieu, la fleur du ciel, plus précisément. Chez les juifs, il y a une œuvre théologique fondamentale qui est la présentation de la Kabbale, qui est la rose aux 13 pétales, les 13 pétales étant une allusion aux 13 nuances de la bonté divine. Donc, toutes les religions, en tout cas monothéistes, se sont attribuées la rose. Une représentation dans un ouvrage de l'herbier de Bessler, ceux qui s'intéressent aux plantes, ça leur dira certainement quelque chose, cet herbier de Bessler. Il date du XVIIe siècle. Et c'est... Oh, c'est bon. Voilà. Et c'est un herbier qui représente à peu près 1000 plantes. Et les roses, on est toujours... C'est bon? Oui. On est au XVIIe siècle, on s'aperçoit qu'on est encore avec assez peu de roses. Tout à l'heure, on a parlé de... Ben oui, pourtant il est... Oui. Et là, c'est pas vrai. On a parlé de Rome tout à l'heure, un ouvrage, le Pline l'Ancien, l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, 1er siècle à peu près. Il présente une dizaine de rosiers simplement, alors que vous avez vu, on s'en mettait plein de pétales sur la figure quand on voulait faire une fiesta. Dans cet ouvrage de Bessler, qui date du XVIIe siècle, on est encore avec une dizaine de rosiers. J'aime bien faire voir cet herbier parce que c'est un des plus beaux herbiers qui existent, herbier ancien. J'ai été un certain temps trésorier d'une grande association nationale de botanique qui en possède un, pas en couleur, en noir et blanc. Quand il a fallu l'assurer, on nous l'a fait assurer pour une valeur de 2 millions d'euros. À la même époque, à peu près, un Alsacien aussi présente dans une flore des roses. On pourrait pratiquement toutes les identifier, bon, on ne va pas s'attarder dessus plus que ça, mais on est toujours avec assez peu de roses, et on retrouve à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on est toujours autour de les 120, 150 roses sauvages que j'évoquais tout à l'heure, et en fait on était plus avec celles qui sont facilement autour de nous, à savoir à peu près 40 à 50 espèces sauvages qui vivent sur l'Europe, le pourtour méditerranéen, l'Asie mineure. Et malgré cela, on va le voir, au 19e, fin 18e, début 19e, tout d'un coup, ça s'est mis à exploser. Alors, ça s'est mis à exploser. À un moment donné, il faut bien les voir quelque part, les roses, donc on les voit dans des roseries.
Celle-ci, c'est la première roseraie qui a été créée au monde, la roseraie de l'Aïe des Roses, fin 19e, 1894, fondée par une histoire fabuleuse. Ça mériterait une conférence. Jules Gravreau est un monsieur, un fils d'ouvrier menuisier dans la région parisienne. Ses parents lui font faire une formation de bonnetier et il se retrouve vendeur bon marché à vendre des gants et voilà. Non, pas des chapeaux, des éventails, voilà. À 14-15 ans. Et puis, l'histoire du bon marché, qui est une histoire assez qui est liée à l'histoire de la famille Boussicot, une histoire assez fabuleuse. Donc, grosso modo, on va dire qu'il touche le jackpot à 50 ans. À 50 ans, il prend sa retraite. Il achète un terrain magnifique en région parisienne, à l'Aï, qui ne s'appelait pas encore l'Aïe des Roses. Et son épouse, qui trouvait qu'il était toujours dans son labo photo, l'a mis dehors en disant « Mais tu peux pas aller cultiver un peu de rose, ne serait-ce que pour décorer la maison ?» Et ben, il a créé cette roserie, qui est la première roserie au monde, avec, à l'époque où il l'a plantée, 8000 variétés différentes. 8000. Il en reste 3000. Là, j'ai pas été dans le bon sens. Voilà. Une allée. Ça, si vous êtes dans la région parisienne au mois de juin, vous vous promenez là-dessous, vous êtes enivré par les parfums. Vous savez plus où vous donner la tête. Si c'est mal entretenu, s'il y a de l'herbe par terre, c'est pas grave, vous ne la voyez pas, parce qu'il faut regarder les roses qui sont suspendues au-dessus de vous. Jules Gravreau, dont je parlais tout à l'heure, a fondé une roseraie à l'Élysée. Elle a disparu parce que Madame Pompidou n'aimait pas les roses, donc voilà. Bagatelle, la roseraie de Bagatelle, qui date du début du 20e, pardon, 1905, rassemble aussi beaucoup de roses. Elle est le site du premier concours international de roses en 1907, le premier concours créé, le concours de roses. Voilà, une autre vue de Bagatelle. J'ai pas pu m'empêcher de mettre celle-ci, ça n'a rien à voir avec les roses, mais c'est le fameux château de Bagatelle. La photo date d'une semaine. C'était voilà, un petit peu de neige sur la région parisienne. Et c'est rigolo de l'évoquer rapidement. On appelle ça la folie de Bagatelle. C'est le comte d'Artois et Marie-Antoinette qui se sont lancés un défi et de construire un château en moins de 3 mois. Il l'a construit en 64 jours, je crois, avec 900 ouvriers. On n'a pas compté les accidents du travail, il y a dû y en avoir des mortels, etc., pour travailler si vite à l'époque. Des roseries, il n'y en a pas qu'en France. Il y en a aussi en pays catalan. On est à Barcelone, au parc Cervantes, qui est avenue Diagonale. C'est un très beau parc et une très belle roseraie, où a lieu, d'un point de vue calendaire, et non pas d'un point de vue historique, d'un point de vue calendaire, le premier concours de roses. La série des concours de roses, on l'évoquera rapidement tout à l'heure, la première série des concours de roses débute, en Europe en tout cas, à Barcelone, puis Madrid, puis etc. etc. J'évoque aussi Barcelone parce que le parc de Bagatelle a été créé par Jean-Claude Noël Forestier, qui est un polytechnicien qui était chargé du temps du baron Haussmann, qui était chargé des espaces verts dans la ville de Paris, et qui a développé toute une théorie, un des premiers à développer une théorie sur l'intérêt du parc, du végétal, pour la population, pour l'hygiène, pour la détente, etc. Et sa célébrité a fait qu'il a fait beaucoup de choses à Barcelone, notamment l'aménagement paysager de Montjuïc. Là,
Je vais vous présenter là maintenant une série de roses anciennes. On est donc au début du 19e, on commence un petit peu à hybrider des choses ou à observer des choses qui s'hybrident naturellement. Il y a deux façons de s'hybrider, la façon naturelle, les insectes, le vent, etc. Je prends du pollen, je le pose sur le pistil, etc. On le verra après. Donc toute une série de roses anciennes qui ne sont issues que de roses, que des espèces sauvages, Europe, Asie mineure, etc. Elles ont pour caractéristique d'être toutes très parfumées, de ne fleurir qu'une fois, ce qui leur est souvent reproché, et pour autant être excessivement parfumées. La caractéristique de ces roses est effectivement d'attirer par leur parfum et par la délicatesse de leur coloris. La précédente s'appelait Aimable Amie, celle-ci s'appelle Danette. Alors là, on est sorti des dénominations botaniques, hein, rosa, etc. Là, les hybrideurs, les sommeurs, parce qu'on les appelait sommeurs, c'est-à-dire qu'ils récoltaient des fruits, ils en extrayaient les graines, ils semmaient et tout, et ils obtenaient des choses. Là, on a une chose qui s'appelle Aimable Amie tout à l'heure, on a Danette ici. Là, on a une très belle rose qui s'appelle Charles de Mils. Alors, les noms, je ne vais pas les expliquer parce qu'on ne s'en sortirait pas, mais celle-ci m'échappe, mais c'est pas grave. Voilà, alors ça, c'est l'une des toutes belles roses galliques. C'est-à-dire qu'elles descendent toutes de Gallica, la première qu'on a vue dans les roses sauvages. Elle est d'une élégance folle. Regardez, c'est extraordinaire. Alors on leur reproche de ne fleurir qu'une fois. Est-ce que quelqu'un a reproché à des pivoines de fleurir qu'une fois? Est-ce que quelqu'un a reproché à des iris de fleurir qu'une fois? Est-ce que quelqu'un a reproché aux forsythias de fleurir qu'une fois? Et en plus d'être belles quand elles fleurissent, de sentir bon, elles ont, la saison finissante, de très beaux feuillages d'automne et de très beaux fruits. On verra quelques fruits tout à l'heure. Là, une qui s'appelle Cardinal de Richelieu. Je l'ai mise parce que Cardinal de Richelieu est la rose qui va servir plus tard à essayer de faire la fameuse rose bleue. C'est un peu compliqué. La suivante, elle vient de Rosa alba, qu'on a vu tout à l'heure. Elle s'appelle Cuisse de nymphe. Alors vous imaginez le Cardinal de Richelieu coincé entre la belle sultane et la cuisse de nymphe. Mais tout se passe bien dans les jardins quand même. Voilà une autre rose un petit peu rigolote parce qu'on l'appelle chapeau de Napoléon parce qu'en bouton, le bouton évoquerait le chapeau de Napoléon. Là, on le voit un petit peu mieux là, etc. Ceci dit, c'est une belle rose. Alors, la forme de son bouton permet de l'identifier. Je me souviens que quelqu'un m'avait présenté un jour une rose, on me dit c'est quoi ça? Elle était fanée, il n'y avait que des choses sèches. Je dis ça c'est chapeau de Napoléon, parce que la forme du bouton est très caractéristique. Hein. Là c'est encore une très jolie chose, elle s'appelle Madame Hardy. On est une descendante des Rosalba, comme Cuisse de nymphe vient des Rosalba. C'est magnifique, ce cœur, voilà, la revoilà. Le feuillage est magnifique aussi. On avance un peu plus dans le temps parce qu'on commence à être un peu plus, ça commence à fleurir un petit peu plus longtemps. Celle-ci, Yolande d'Aragon, donc on est pas loin de par ici. Le comte de Chambord, très parfumé. Elle sert, aujourd'hui encore, cette rose sert aux hybrideurs, quand ils cherchent du parfum, ils utilisent du pollen de comte de Chambord. Et puis bon là, une rose qui s'appelle Lord d'Avoue, une rose lierne et tout. Donc on est avec des roses qui sont pas remontantes, très parfumées, très saines. Et quand on va voir arriver dans notre patrimoine génétique les gènes des Chinois et des Perses,
on va importer des maladies. On va commencer à être embêté avec l'état sanitaire des roses. Donc, ok, ça fleurit une fois, mais ça sent bon, mais c'est jamais malade, et ça pousse tout seul. Alors, quand ça a fini de fleurir, ça fait des fruits, hein, à condition qu'on ne coupe pas les fleurs. Si vous coupez les fleurs, ça ne va pas fructifier. Mais les roses sauvages et ces roses qu'on vient de voir, il n'y a pas d'intérêt particulier à les tailler, sauf si on veut les conduire d'une certaine manière, etc. Mais bon, voilà des fructifications absolument fabuleuses. C'est un vrai décor. Des fruits, il y en a toutes les sortes, toutes les couleurs. Hein, et là, on est un peu en forme de poire. Voilà, encore une autre forme. On voit bien les sépales, hein, qui sont encore bien présents. Là, c'est les fruits d'un rosier qui s'appelle Pendulina. Effectivement, les fruits sont bien tombants, comme la fleur d'ailleurs. Pimpinellifolia, dont on a parlé tout à l'heure, cette rose à feuillage de pimprenelle qu'on trouve beaucoup sur le plateau Cerdan, fait une fructification noire qui est tout à fait belle, un noir très luisant. Voilà, encore une autre forme, une autre couleur. Alors en plus, c'est un beau garde-manger pour les oiseaux. L'hiver, les oiseaux se régalent à venir picorer des roses, enfin les fruits des roses. Alors fruits, on va essayer de s'entendre sur ce qu'on appelle les fruits. On appelle ça des cynorhodons. Voilà. Ça appartient à une famille, c'est un fruit qui appartient à une famille de rosiers qui s'appelle les rugosa, les rosiers rugueux. Ont des fruits, certains sont des vraies petites tomates, des petites prunes, et on les mange, c'est pas désagréable à manger, c'est plein de vitamine C, mais on fait aussi avec ça de la confiture, la fameuse confiture de cynorhodon. Voilà des fruits jaunes, en forme de calebasse pratiquement. D'autres fruits, là, on dirait des châtaignes, des châtaignes jaunes. Alors, c'est vraiment des châtaignes parce que les fruits sont très difficiles à ouvrir quand on veut y aller récolter les graines. La photo n'est pas formidable, mais c'est des rosiers, des fruits de Saint-Père-Firens. Le rosier qu'on trouve par ici, autour du Céris et ailleurs au Céris, mais en jour. Et là, c'est une photo que j'ai prise il y a quelques jours, avant qu'il y ait, quand il n'y avait pas encore beaucoup de soleil comme aujourd'hui. C'est pour ça que la photo est pas terrible, mais enfin bon. On voit qu'après les fleurs, il y a encore du décor. Il y a le feuillage, parce que Saint-Père-Firens, etc. Et puis il y a les fruits. Alors, le fruit. On dit que le fruit du rosier, c'est le cynorhodon, ce qu'on vient de voir. En fait, ce n'est pas le fruit. C'est l'enveloppe du fruit. Et petit passage de linguistique, cynorhodon, c'est absolument incompréhensible qu'on appelle les fruits cynorhodon, parce qu'en grec, cynorhodon, ça veut dire rosier de chien. Cynorhodon. Alors, il y a dans les espèces sauvages un rosier qui s'appelle Rosa candina, parce qu'il était censé, ses racines étaient censées guérir de la rage. Rosa candina est un rosier très répandu. Est-ce que c'est pour ça, et ayant beaucoup de fruits, est-ce que c'est pour ça qu'on l'appelait cynorhodon? Sauf que ça veut tout dire, sauf fruit, ça désigne en fait un rosier. Et le fruit, donc ce qu'on voit, le rouge, c'est l'enveloppe des fruits. Les fruits, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On le verra sur une coupe tout à l'heure. Du pistil tombe le pollen qui va vers les ovaires. Les ovaires, si c'est bien sûr, si ça fonctionne, la méiose se passe bien, etc., fait un fruit, et les fruits sont là et sont protégés par cette enveloppe. C'est l'inverse de la fraise. La fraise, le fruit, ce qui est rouge n'est pas le fruit. Par contre, ce qu'on voit là, les petits trucs jaunes et tout, sont à l'extérieur. C'est l'équivalent, c'est absolument l'équivalent de ce qu'on observe sur le rosier. Donc on dit que c'est le fruit, c'est pas le fruit.
2, on l'appelle cynorhodon, je ne sais pas pourquoi, parce que ça veut tout dire sauf fruit de rose. Peu importe. Ça peut aussi être des feuillages. Je disais tout à l'heure, il y a des feuillages d'automne qui sont parfois magnifiques. Alors, ce sont aussi des aiguillons. Alors, tout le monde parle des épines de rosier. L'épine n'existe pas dans le rosier, ce sont des aiguillons. La différence entre l'épine et l'aiguillon est la suivante. L'épine est une excroissance du bois et l'aiguillon est une excroissance de la peau. Si vous prenez un aiguillon sur une tige et que vous le basculez dans tous les sens, à un moment donné, il va se détacher très facilement. Vous pouvez toujours essayer avec une épine d'acacia, etc. Vous n'arriverez jamais. Ça, c'est des aiguillons de Sericea terraconta. Alors, Sericea, on la devine un petit peu, la soie, mais terraconta, en forme d'aile, là, il n'y a pas de souci, on est vraiment en forme d'aile. Alors, c'est vraiment un aiguillon à contre-jour, la lumière passe à travers. Quand il sèche, on peut s'en servir, on le fait sonner, on a des sons différents, parce qu'il y a quand même un certain volume, donc il y a des ondes sonores qui s'en échappent. Toutes sortes d'aiguillons aussi. L'aiguillon ayant une fonction bien précise dans l'évolution de la rose, souvent les aiguillons, sur les rosiers lianes qu'on évoquait tout à l'heure avec la forme de Saint-Père-Virens, les aiguillons sont crochus. Pourquoi ils sont crochus? Pour permettre aux branches d'aller s'accrocher dans les supports, notamment quand des rosiers se sont fait recouvrir par des forêts, dans l'évolution de l'histoire, etc. Ils perdaient la lumière dont ils avaient besoin, et pour trouver la lumière, il leur fallait grimper sur les arbres, et ils ont développé des aiguillons qui leur permettaient d'aller trouver la lumière à tout leur haut. Alors, encore d'autres formes d'aiguillons. Ceux-là ne piquent pas, vous les caressez avec les mains, avec les doigts, vous les sentez, ça sent l'encaustique, l'essence de température, des réventines, pardon, des peintres. Une petite série de photos sur lesquelles on va aller vite pour faire voir des rosiers. Il se trouve que ça, c'est dans notre jardin, dans le Loiret, parce que ici, c'est un petit peu plus compliqué pour faire pousser des roses. On a un jardin dans le Loiret. Là, un petit mariage de rosiers qu'on aime bien. Un autre, là, c'est un mariage rosier et lilas. C'est un Banks, le jaune. Voilà, bon. Comment ne pas être sensible à la beauté de fleurs comme ça? Madame tout à l'heure me disait, c'est bizarre qu'un homme s'intéresse aux roses. Ben, je lui dis, c'est son aspect féminin qui attire. On a vraiment quelque chose d'une grande féminité, d'une grande délicatesse. Et en plus, c'est un rosier qui existe à Banyuls. Il s'appelle Maréchal Niel. La tombe qu'il y a sur la gauche, avant de franchir le tunnel, quand on vient de l'école et qu'on va vers le gymnase, sur la gauche, juste avant de franchir le tunnel, il y a une tombe. Et sur cette tombe, il y a un rosier qui est assez régulièrement fleuri, avec de très belles roses, si on prend le temps d'aller les regarder. Voilà, autre chose. Elle s'appelle Faradiba, celle-ci. Voilà. Et on va arriver à un moment essentiel de notre histoire des roses, c'est Joséphine de Beauharnais. C'est elle qui a permis ou a déclenché la grande passion pour les plantes, pour la végétale en général, et pour les roses. Joséphine de Beauharnais, à la Malmaison, a rassemblé une collection de roses importantes. On est fin 18e, tout début du 19e. Au début où Joséphine s'intéresse aux roses, on en dénombre à peu près 200. Elle envoie des marins un peu partout dans le monde récolter des roses à droite à gauche.
30 ans après, on a 2 à 3 000 variétés de roses différentes, une véritable explosion. Son troisième prénom, c'est Rose quand même, Joséphine de Beauharnais. Elle a permis de faire rentrer en France, sur le territoire national, des rosiers thé qui venaient de Chine et qui étaient en Angleterre. Et malgré le blocus continental, elle a réussi à en faire passer. Les deux amirautés, françaises et britanniques, s'étant entendues pour que tout se passe bien. Elle a fait venir en France des roses thé qui vont permettre, par hybridation, de lancer de nouvelles variétés. Ça, c'est simplement une rose qui lui a été dédiée par le premier obtenteur, le premier vrai obtenteur en France, qui s'appelle Dessomé, et complètement oublié, le pauvre homme est tellement oublié d'ailleurs que pour des raisons ABCD, il a été obligé de s'exiler à Odessa avec ses rosiers. Il a créé une roseraie là-bas. Vous imaginez ce qui est devenu à Odessa une roseraie. À Odessa, on parle d'autre chose que de roses à l'époque. À l'heure actuelle, alors, on a des roses qui voyagent beaucoup. On sait déjà qu'avant, j'ai un petit peu évoqué mais rapidement, elles voyageaient en utilisant la route de la soie qui existe depuis avant même notre ère, avant Jésus-Christ. La route de la soie a certainement permis de promener des variétés, ne serait-ce éventuellement que par des graines ramenées dans les bagages, sous les pattes des animaux, etc. Les croisades, on l'a évoqué rapidement, ont permis aussi des échanges, puis les grandes découvertes, puis après ça, le commerce avec les fameux comptoirs des Indes, les comptoirs de Chine et tout, ont permis beaucoup d'échanges. Ce qui explique que tout d'un coup, au XIXe siècle, qui est le siècle de l'horticulture, en France et en Europe, et pas que pour la rose, l'explosion est là. Joséphine de Beauharnais demande à Pierre-Joseph Redouté de représenter toutes les roses qu'elle possède. Redouté, je pense que ça vous dit tous quelque chose. Il n'a pas représenté que des roses. Il travaillait sur velin. Le velin, c'est de la peau de fœtus de veau sur lesquels on peint à l'aquarelle. Et il en a fait des lithographies déjà du temps de Redouté. Souvent, sur les lithographies, Redouté rajouter quelques petits coups de pinceau, etc., histoire de la personnaliser. Il arrive qu'ils s'en vendent. Ça se vend entre 40 et 500 000 euros la pièce. Avec les 2 millions de tout à l'heure, voilà un détail. On est vraiment très précis. C'est une œuvre d'art, mais c'est aussi un dessin botanique. Et quand on parle de dessin botanique, voilà, on n'est plus dans la rose, mais c'est une tulipe. On peut se demander si c'est pas une photo. C'est un velin de Redouté. La folie des roses, la folie des tulipes, on pourrait aussi en parler, notamment chez les Hollandais. Voilà, toute une petite série de roses là, qui correspondent à tout ce qui a pu se créer grâce à l'action de Joséphine, hein, qui a des pépiniéristes se sont transformés en rosiéristes. Donc ça, elle est marrante cette rose parce qu'elle s'appelle Monsieur de Morand. Et en fait, elle ne s'appelle pas Monsieur de Morand. Sauf qu'elle s'appelait dans toutes les roseries Monsieur de Morand. Et un jour, quelqu'un dit à un rosieriste qui la vendait, mais votre rose, je suis désolé, vous dites que c'est Monsieur de Morand de Madame Schwartz, peu importe, l'obtentrice. Et j'ai été regarder un catalogue de l'époque, 19e siècle. Monsieur de Morand, il est rouge cerise.
décrit par le planteur lui-même. Donc on peut penser que la source est tout à fait exacte. Et là, on a comme ça un exemple d'erreur qui traîne. Alors après ça, comment retrouver le vrai nom? C'est tout compliqué, c'est des vrais jeux, c'est des sujets de bagarre aussi. Une rose magnifique, qui peut être magnifique parce que quand elle est malade, elle n'est pas géniale. C'est à la même maison que Joséphine avait rassemblé toutes ces roses. Une qui s'appelle, celle-ci, elle vient directement, et on voit bien le clin d'œil avec Rosa Gallica versicolore qu'on voyait tout à l'heure, celle-ci, elle s'appelait tricolore de Flandre, mais peu importe. Elle évoque aussi un petit peu, quand on peut évoquer la guerre des roses, des deux roses, entre les maisons de York et les maisons de Lancastre. L'une avait comme emblème, je crois que c'est la maison de Lancastre, avait comme emblème la rose rouge, et la maison de York avait comme emblème la rose blanche. Et donc, à l'époque, on a créé, on a nommé les roses de York en Lancastre. Et la guerre s'est terminée par l'avènement des Tudors, dont l'emblème est toujours une rose, mais une rose rouge. Voilà, encore bon, une jolie chose, et une autre jolie chose. C'est des abondances de floraison absolument extraordinaires. Là, on a dit tout à l'heure un grand bond dans l'histoire de la rose, grâce à Joséphine de Beauharnais. Je crois qu'on ne remerciera jamais assez ce qu'elle a vraiment apporté. C'est vraiment très déterminant ce qu'elle a apporté pour le développement de la rose. Là, c'est une autre grande étape dans l'histoire de la rose. C'est la création du premier hybride de thé. Donc il y a des roses qui existaient déjà chez nous. Les thés sont arrivés les roses thés sont arrivés grâce à Joséphine de Beauharnais. Et des hybridations ont pu commencer. Et c'est de là que sont nées la longue liste, qu'est née la longue liste des hybrides de thé. Aujourd'hui, énormément de roses qui sont créées sont encore des hybrides de thé. Les roses que vous achetez chez le fleuriste sont des hybrides de thé. Et elle s'appelle la France. Et elle est quand même pas vilaine. On est deuxième moitié du 19e, 1867, voilà, c'est ça. C'est la première hybride de thé. On dit que l'histoire des roses anciennes s'arrête ici. Et commence là l'histoire des roses modernes, des roses contemporaines, avec la première hybride de thé. Voilà, bon, encore une qui fait bien penser on dirait des réacteurs, hein, quand on regarde ça de face. Une rose qui s'appelle Madame Caroline Testou, qui a eu un succès fou à son époque. C'est la ville de Boston. On avait fait planter 10-15 000 sujets. Donc le planteur a dû faire fortune avec cette rose. On la trouve encore. Voilà, encore. Celle-ci, Abbé Bramerel. Bon. On dédiait, dans les roses qu'on crée, on les dédie à des personnes célèbres, à des personnes chères et tout. Abbé Bramerel, c'est au XIXe siècle, beaucoup d'ecclésiastiques étaient aussi botanistes. Troisième étape importante, c'est l'arrivée du jaune dans les roses. On est en 1900, là, vraiment fin du 19e, début du 20e. C'est la première vraie rose jaune qui s'appelle Soleil d'or. Voilà. Elle est issue du mariage entre cette rose qui vient de Perse, elle s'appelle Rosa persiana, et cette rose, un peu fade, mais bon, c'est assez fabuleux d'imaginer que entre les deux, on a fait cette rose, et j'ai perdu, donc c'est bon. Alors, c'est une rose sympathique, sauf que, comme les chines, elle nous a apporté le jaune encore plus que les chines,
des maladies dans les roses, alors qu'elles en étaient indemnes, je l'ai dit tout à l'heure, tant qu'on était, disons, entre nous. Mais ça a permis aussi d'obtenir des choses absolument fabuleuses. Voilà, à partir du jaune, ce qu'on a pu faire, on a entre l'orangé, le rosé, etc. Bon, là, c'est pareil. On peut rester des minutes à se regarder. Un jour, je pense qu'on pourra faire des projections avec le parfum. Parce que il est pas là. Alors, on peut le deviner ou le sentir dans les narines, surtout quand on le connaît. Voilà, c'est des couleurs délicates. Là, on commence à être encore un peu plus moderne et tout. Et celle-ci, elle porte assez bien son nom. C'est une rose américaine qui s'appelle Double Delight. Celle-ci aussi, alors celle-ci, je la présente toujours parce que elle est née de mon année de naissance. Hein. Rose Gaujard, je ne donnerai pas son année de naissance, mais voilà. C'est une des rares roses dont je me souviens de la date d'obtention. C'est une rose thé qui s'appelle The Bride, on l'a mariée, hein. C'est vrai que blanche, etc. Là, je vous assure que je la sens, parce que je la connais par cœur, cette rose. Elle s'appelle Souvenir de Philémon Cochet, mais peu importe. Un parfum absolument incroyable. Vous en plantez 3-4 dans un coin de jardin, et à chaque fois que vous passez, c'est fabuleux. Celle-ci, je l'ai mise parce que elle s'appelle Francis Dubreuil, c'est une rose thé. Francis Dubreuil est le premier de la filière Meillan. Lui ont suivi 4 générations, et Francis Dubreuil était un obtenteur déjà. Et cette rose bon, elle est belle, enfin, moi je la trouve belle. Elle a comme particularité d'avoir au bas du pétale un onglet blanc dont des grands chefs américains ont découvert des particularités gustatives. Et il y a des sauces qui se préparent avec l'onglet de la rose Francis Dubreuil. C'est bon pour les maniaques de la rose. Étoile de Hollande. Alors c'est pareil, on la sent, beaucoup de roses rouges ont un parfum très épicé, très puissant, etc. Et celle-ci, elle a effectivement ce parfum. Pas toutes, hein, mais beaucoup de roses rouges ont un parfum lourd, un parfum épicé. Ah, quand je parlais de turbine d'avion, là, on pense pas, ça s'enroule, ça se déroule. C'est la même, mais sous un autre angle que celle que j'évoquais tout à l'heure, la Caroline Testou. Une dernière étape importante, il s'agit de Madame Antoine Meillan. Madame Antoine Meillan est intéressante ici. Bon, d'abord, c'est une obtention Meillan qui est un des grands obtenteurs français avec Delbar. Pas que, mais c'est vraiment les deux grandes maisons. Et Francis Meillan, le père d'Alain Meillan, qui est toujours vivant, et le grand-père de Mathias, qui est l'exploitant actuel de l'entreprise Meillan, un peu avant la guerre, est parti aux États-Unis, sentant que les choses se présentaient mal, et il s'est dit je vais partir aux États-Unis, et il est parti avec de quoi multiplier des roses. Il a emmené cette rose qui a deux particularités. La première, c'est la première rose qu'il a fait breveter, et c'est de là que date la protection des roses, ce qu'on appelle les certificats d'obtention végétale, c'est-à-dire qu'il ne vous est pas permis de multiplier une rose sans avoir l'autorisation donnée par celui qui l'a obtenue. Et c'est très surveillé. Et sa deuxième particularité, c'est une rose que Francis Meillan a distribuée aux participants de la conférence de San Francisco en 1945, qui a adopté la charte de l'ONU. Donc aux États-Unis, elle s'appelle Peace. Et en Italie, elle s'appelle Gloria Dei. Voilà, encore quelques roses
s'appelle Sombreuil, celle-ci, mais peu importe. Celle-ci, je me permets d'insister un petit peu parce que c'est une rosée qui s'appelle Archiduc Joseph. C'est une rose absolument extraordinaire et qui est très adaptée à la région. J'en ai vu plusieurs à Argelès, à Perpignan, etc. Une rose qui fleurit longtemps et qui souffre pas trop. Les pétales peuvent s'abîmer un petit peu. Donc il y a une manière de les tailler qui permet de limiter ça. Voilà, encore une un bouton. Là, on va attaquer un petit peu là, du dur, on va parler un petit peu de génétique. Cette première rose, elle s'appelle Hot Blush, c'est la rose qui a servi à décrire le génome complet de la rose. Hot Blush, c'est une chinoise, c'est l'une des premières chinoises qui est arrivée chez nous. Et cette photo est prise à Banyuls, pas loin d'ici. Et quand vous l'observez, c'est une rose qui est... Son nom chinois, c'est je sais pas quoi, Yéyu, un truc comme ça, qui veut dire rose de tous les mois. C'est une rose qui fleurit 12 mois sur 12. Et à Banyuls, quand on sait où elle est, et elle n'est pas cachée, donc on peut la voir, pratiquement n'importe quand, vous trouvez des fleurs dessus. J'ai regardé tout à l'heure, elle a été taillée, donc il y a peut-être des choses qui étaient prêtes à fleurir qui ont disparu, mais il y a plein de boutons qui sont prêts à éclore. Donc, c'est cette rose qui a servi à décrire le génome. Et alors, d'un point de vue génétique, la rose a 7 chromosomes. On a identifié dans cette rose 3 roses sauvages, dont chinensis, évidemment. Et on s'aperçoit que les différentes couleurs représentent chacune des 3 origines de cette rose. Donc il y a trois espèces. La rose Cinnamomoe qui est rose cannelle, la rose Saint-Stylae qui est une rose du type de Saint-Perfirens qu'on a pu voir tout à l'heure, et Rosa chinensis. On s'aperçoit que l'essentiel des chromosomes sont originaires de Rosa chinensis. Et là, on a le génome complet, réparti sur les 7 chromosomes. Là, la rose, c'est 30 et quelques mille gènes, contre environ 20 000 chez nous. Je regarde mes notes pour être sûr de ne pas dire de bêtises. C'est un peu plus de 30 000 pour la rose, et c'est 20 000 et quelques, voilà c'est ça, c'est 37 000 pour la rose et 21 000 chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on est moins malin que la rose, ça veut dire que... Alors, 37 000 gènes, ça fait du boulot pour identifier le rôle de chacun. Donc on est loin d'avoir identifié le rôle de chacun, mais on connaît parfaitement les gènes qui pilotent le parfum. On connaît parfaitement les gènes qui pilotent la couleur. On connaît assez bien les gènes qui pilotent la forme du rosier, buisson, grimpant, liane. On connaît un petit peu de choses sur certains caractères particuliers. J'évoquais tout à l'heure le calice de la rose, qui est le bas, ce qui soutient les pétales. La grosseur de ce calice est déterminée par un tout petit morceau de génome. Alors, là, il faut savoir que cette mise à jour du génome de la rose est récente, 2015. C'est 10 ans de travail d'une 50aine de scientifiques répartis dans le monde entier, surtout en France, l'INRA et les Normal Sup Lyon. Une équipe japonaise aussi s'est associée, et quelques Américains, mais c'est surtout français, japonais et un petit peu d'Américains. Alors l'intérêt de connaître ça, on le devine aisément, c'est que
on va pouvoir orienter les hybridations en fonction du résultat qu'on recherche. Et on va aussi, dès la plantule, en faisant des analyses ADN, savoir si je vais trouver dans le semis que j'ai fait, si je vais trouver ce que je recherche. Et si je vois que je ne le trouve pas, je le supprime. Ce qui m'évite de le cultiver pendant 2-3 ans, de mobiliser de la terre, etc. Donc on a, d'un point de vue industriel, un gain de temps absolument extraordinaire. Ceci dit, on n'en est pas encore à ce stade, mais ça permet d'orienter un petit peu autrement, et ça permet aussi de refaire le tri un petit peu dans ce que j'ai appelé tout à l'heure les familles, parce qu'on s'aperçoit qu'on a mis dans la même famille des choses qui n'ont pas grand rapport d'un point de vue génétique. Alors, on a parlé de la couleur. La couleur dans la rose, au début, la fleur est complètement fermée et totalement verte. Elle n'est pleine que de chlorophylle. Et au fur et à mesure qu'elle se développe, la chlorophylle disparaît et entre en action les anthocyanes qui vont apporter du rouge, les caroténéides qui vont apporter du jaune orangé, etc. Il y en a une qui est restée verte, c'est Viridiflora, la première que j'ai fait voir. C'est une espèce en tant que telle. Il n'est resté que de la chlorophylle, le processus ne s'est pas poursuivi. Il y a une explication génétique, je ne la connais pas, étant entendu, comme je l'ai dit ou écrit, je ne suis pas généticien, loin s'en faut. Mais c'est quand même intéressant d'aller commencer à fouiller et de comprendre les choses. Alors, en parlant de couleur, faut parler de la rose bleue. Elle intrigue, elle est souhaitée, etc. Alors, la rose bleue est impossible. Pourquoi elle est impossible? Parce que dans le génome, il n'y a pas l'enzyme delphinidine, qui est l'enzyme du bleu. Delphinidine comme delphinium, qui est le bleu. Donc, le génome ne possède pas cette enzyme, donc il est impossible d'avoir du bleu. Ce qui n'est pas forcément un problème. Je ne vois pas pourquoi on voudrait absolument avoir des roses bleues, mais enfin bon, pourquoi pas. Alors, il y en a qui s'y sont amusés. Un groupe d'Australiens, Japonais et Hollandais. Ça a pris 10 ans. C'est passé par de la manipulation génétique, c'est-à-dire qu'ils ont introduit une séquence ADN de la violette, ça n'a pas trop marché, puis du pétunia, ça a un peu mieux marché. Et ça nous a donné une rose bleue, ça a duré 10 ans ce travail, ça a donné une rose bleue qui n'a pas spécialement tenu. C'est un échec commercial. Ceux qui ont investi des sommes absolument énormes en sont pour leurs sous. Mais ben, voilà, c'est comme ça. Si vous voulez vraiment une rose bleue, vous prenez une rose blanche, vous la trempez dans de l'eau avec de l'encre bleue. Comme pour le muguet, vous faites la même blague. Et voilà. Mais ceci dit, bon, pourquoi s'acharner à avoir une rose bleue? On n'a jamais voulu des forsythias rouges, ça n'a jamais gêné personne, enfin bon. Peut-être parce que la rose est tellement fascinante qu'on voudrait qu'elle ait toutes les couleurs, on voudrait qu'elle soit remontante, qu'elle soit toujours parfumée, qu'elle soit bleue, qu'elle ait toutes les couleurs, etc. Mais elle peut être rouge aussi sans problème. Là, le parfum, j'ai parlé du parfum tout à l'heure. La rose est, on l'a dit depuis le début, est fort utilisée pour le parfum, que ce soit en parfumerie pure ou en cosmétique. Là, une des plus utilisées est la rose centifolia, la rose sans feuilles. Alors, folia, en fait, ça veut dire pétale en l'occurrence. C'est une rose qui, on pense, les parfumeurs en tout cas sont assez d'accord pour dire que c'est la rose la plus parfumée, avec la rose de Damas. La rose centifolia est assez peu cultivée, elle est beaucoup cultivée en France, à Grasse, un petit peu de l'autre côté de la Méditerranée.
c'est surtout la rose de Damas, alors qu'on trouve en Bulgarie, dans la vallée de Kazanlik, qu'on trouve au Maroc, dans les vallées, le nom des vallées en question m'échappe. Les gens qui font de la rando, il y en a peut-être qui sont allés ou qui devaient aller dans ces vallées de rose au Maroc, et en Iran. La centfeuille et la centifolia est vraiment faite pour le parfum. Alors il faut séparer de bêtises sur les chiffres. Pour obtenir 1 kg d'absolu de rose, qui va permettre de faire il faut 3 tonnes à 3 tonnes et demie de pétales de rose. Donc vous imaginez le prix que ça peut représenter, mais c'est vraiment pour la parfumerie haut de gamme. Chanel, pas LVMH, mais Chanel a ses propres cultures de rosières à Grasse, et ils tiennent à garder. Alors, on sait synthétiser ce qui constitue la base du parfum, l'acide phényléthylique et le géraniol. Mais les parfumeurs sont d'accord, et moi avec eux aussi, qu'il n'y a quand même pas mieux que le végétal lui-même. Voilà. Une autre rose qui est à l'origine de toute une gamme de cosmétiques chez Dior. Celle-ci sert à faire une crème anti-rides. Écoute, je m'étais amusé à calculer le prix de cette crème, donc 7 000 € le kilo. Bon, voilà, choisissez. Quitte à parler de parfum, on est à peu près d'accord, surtout Meillan est d'accord pour dire que la rose la plus parfumée, c'est Papa Meillan. C'est vrai qu'elle est très parfumée. Il faut dire que c'est le fruit d'une étude qui a été faite par l'INRA, mais cette étude était en grande partie financée par la maison Meillan. Donc bon, mais ceci dit, ça ne retire rien au fait qu'effectivement c'est une rose très parfumée. Mais pas facile à cultiver. Elle existe à Banyuls, je connais au moins un jardin où elle est, et le jardinier il sera d'accord pour dire qu'elle est très parfumée. Et absolument incroyable. Pour obtenir une rose, il faut faire une hybridation. Assez rapidement, voilà une coupe de fleurs, donc vous avez les pétales. Au centre de la rose, vous avez les étamines. Les étamines, il y a les anthères, ces petites boules jaunes qui contiennent le pollen. Et au milieu des étamines, vous avez le pistil, qui est composé des stigmates tout en haut, du style, et on débouche sur les ovaires. Et on retrouve un petit peu le dessin du cynorhodon de tout à l'heure, et le calice, dont on évoque la grosseur pour le nombre de pétales. Et donc, l'organe mâle, les gamètes mâles sont dans les étamines, et les organes femelles sont au bout du pistil, en bas du pistil, à l'intérieur du calice. Et on voit bien la fonction de réceptacle, en fait, de ce qu'on appelle le cynorhodon. Donc, on va récolter du pollen sur une rose, et on va aller le poser sur le pistil le pollen étant issu des étamines, et on va aller le poser sur le pistil d'une autre rose, en espérant que la fécondation fonctionne. Là, je présente de manière très fanfaronne, c'est pas très élégant de ma part, enfin, je me suis amusé à hybrider et j'ai réussi, pour un coup d'essai, ça a été quand même une réussite. Vous avez le papa et la maman l'un à côté de l'autre, et le résultat, alors c'est assez exceptionnel hein, qu'on ait une qui donne la forme et l'autre qui donne la couleur. Parce qu'on aurait très bien pu avoir un truc jaune, compte tenu de l'antériorité, de la généalogie des parents. On dit que la mère apporte la robustesse, et que le père apporte le parfum, l'élégance, c'est un peu comme dans le monde animal. Chez les oiseaux, la couleur, etc., et chez les mâles, et les femelles sont plus discrètes. Là, la mère apporte la robustesse, et alors, la mère est issue de la graine, hein, celle qu'on va trouver au fond du calice, au fond du réceptacle.
Donc là le rosier que j'ai obtenu. Là, voilà, bon. Alors les rosiers, c'est une bonne tradition dans le monde de la rose, ça se baptise. Et donc là, vous avez le baptême de ce rosier, il s'appelle professeur Christian Cabrol, que vous connaissez à l'extrême gauche, pour moi. Au milieu, vous avez des Parisiens, ils le reconnaissent peut-être, c'est de Banafieux, qui était élu, je crois, avec Tibéri. Christian Cabrol, lorsque je lui ai présenté ce rosier, il était très ému parce qu'il me dit mais c'est extraordinaire, le pétale a une forme de cœur, la couleur, il évoque celle du sang. Et quand je lui ai proposé d'être le parrain de cette rose, il a un peu hésité. Je lui ai dit mais vous savez, il y a une rose qui s'appelle Christian Bernard. Ah oui d'accord, donc il faut bien qu'il y en ait une qui s'appelle Christian Cabrol. Voilà. On parlait tout à l'heure de concours. Tous les ans, il y a dans plein de pays des concours de roses, donc des jurys se réunissent et jugent des obtentions nouvelles qui sont plantées depuis en général 3 ans. Il y a des jurys permanents qui passent plusieurs fois sur 2 ou 3 ans, et un jury international un jour donné qui est un palmarès, etc. Et les obtenteurs aiment bien. Premier prix à Rome, deuxième prix à Heureux, quatrième prix à Madrid, etc. Il y a des concours, il y a des congrès qui se passent un petit peu partout. Là, vous devinez un petit peu où il a pu se passer. J'ai, dans la présentation qui a été faite de mon parcours d'amoureux des roses, je suis tombé dedans à cause, finalement grâce à mon épouse, qui un jour m'a envoyé chercher une rose qui s'appelle Paul Néron, et son nom est devenu depuis Nero. Et pour donner une idée de ce qu'est cette rose, vous avez une pièce de 10 francs à l'époque, de 1 euro, qui est dans son cœur. Vous imaginez la grosseur de la rose. Et le deuxième responsable de ma folie des roses, c'est un rosieriste qui est à l'origine de la remise à la mode des roses anciennes et de la transformation des roseraies en jardin de roses, c'est-à-dire qu'on mêle roses et plantes pour étaler les floraisons, étaler les volumes. Il s'agit d'Andreev, c'est un jardin de 1000 mètres carrés, mais qui est absolument fabuleux, un peu à l'anglaise évidemment. Et pour terminer avec la partie généraliste, la rose qui était ouverte au début pour nous raconter une histoire a déjà raconté tellement d'histoires qu'elle a perdu quelques pétales. Là, la Catalogne maintenant. La rose et la Catalogne. Bon. Là, le clin d'œil à la Saint-Jordi, il est tout à fait évident, puisque le 23 avril, on fête la Saint-Jordi, les filles offrent un livre aux garçons, et les garçons offrent des roses aux filles. Là, c'est dans une Rambla, Barcelone. Ouais. On a bien le symbole. La Saint-Jordi, 4e siècle. Je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé, puis bon, l'histoire a dû être aussi un petit peu entourée de légendes, etc. Toujours est-il que, comme Aphrodite et Adonis, quand il a tué le dragon pour en sauver la princesse, du sang du dragon est née une rose rouge qu'il a offert à la princesse, comme Aphrodite a fait naître du sang d'Adonis une rose rouge. Alors cette rose rouge, qu'est-ce qu'elle peut être? Ça peut être celle-ci. Alors, ceci dit, ces roses qu'on offre, on est le 23 avril. Le 23 avril, il n'y a pas forcément beaucoup de roses dans les jardins chez nous, donc on achète des roses qui viennent, voilà, une personne un petit peu pas gentille, mais je crois qu'il faut, moi personnellement, je souhaite en parler, parce que il y a 2 sortes de roses. Il y a les roses de jardin, et il y a les roses de fleurs coupées. Et la rose de fleurs coupées est vraiment, d'un point de vue humain, d'un point de vue écologique, quelque chose d'assez effroyable. On
on utilise des produits, phytosanitaires. Je crois, de mémoire, je vais éviter de dire des bêtises, c'est 30-40 fois les doses qu'on utilise dans l'agriculture conventionnelle. Voilà, c'est 200 kg de pesticides à l'hectare. 200 kg de pesticides à l'hectare, c'est 75 fois plus que l'agriculture conventionnelle. Ce qui est bilan carbone, c'est un aller-retour Paris-Londres en avion. Un bouquet de roses. Alors, je tiens à dire, je ne l'ai pas vu parce que j'ai vu qu'elle était en vacances, mais j'ai discuté de ce sujet-là avec la fleuriste de Banyuls. Elle est tout à fait au fait là-dessus, et elle dit, moi, je n'achète pas des roses comme ça. Les roses que je vends, c'est des roses qui sont produites à Saint-Filiou de Llobregat, de Saint-Filiou d'Aval, pardon, Llobregat, c'est, on en parlait tout à l'heure, par un rosieriste local, et dans des conditions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vient d'évoquer. Alors ceci dit, c'est un marché pas possible, hein, c'est 600 millions de roses par an, 40% à la Saint-Valentin, 40% à la fête des mères, et le reste des occasions diverses et variées. Alors qu'au XIXe siècle, début du XXe siècle, on est dans un atelier en région parisienne, on cultivait les roses dehors, comme n'importe quelle autre plante. On les coupait, on les calibrait, on les envoyait au Halles. On est en Île-de-France, là, on les envoyait au Halles, parce qu'on appelait le train des roses. Tous les jours, il y avait un train, surtout dans la Brie, et qui allait jusqu'au Halles, rempli de roses. Ça ne devait pas être désagréable d'accompagner un tel train. Rien à voir avec Rasmer, etc., l'avion réfrigéré. Non. Voilà. Alors, là, le docteur Simon Pons. Le docteur Simon Pons est un médecin, dit sur tête, qui a écrit, s'est beaucoup intéressé aux roses, a écrit avec un prêtre de l'Aveyron, Herbarium Rosarium, c'est-à-dire il a constitué un herbier de roses qu'on peut voir au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Il n'est que là. Le docteur Pons était vraiment un passionné de botanique. Et j'ai trouvé un petit extrait, c'est issu d'un bulletin de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, la plus ancienne association des DPO, et une association, on va dire une société savante, vraiment très intéressante. Il y avait plein de publications très intéressantes, et beaucoup de ces publications anciennes, on les trouve sur le site de Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France. Ce qui permet c'est comme ça que je l'ai consulté. Alors son herbarium rosarium, c'est quoi? C'est ce livre-là. Bien sûr qu'on ne peut plus le trouver à l'original, c'est des Américains qui l'ont réédité. Alors ce ne sont que des descriptions de rosiers, il n'y a pas d'image, c'est vraiment un livre de botanique, avec ça vient d'où, etc. Alors, l'une des particularités de cet ouvrage, c'est qu'il est préfacé par Crépin, qui était le botaniste des roses au XIXe, le monsieur rose, au moins en Europe. Il a réuni un herbier de roses qui est constitué de 45 000 planches, qui sont conservées en Belgique. Il est assez difficile de pouvoir voir, consulter, parce que vu son ancienneté et vu les risques de dégradation, il est conservé sous une ambiance de mercure. Je ne sais pas quel est le lien, etc. Mais enfin bon, toujours est-il que ça rend sa consultation très, très difficile. Mais le fait que le travail de Pons et de l'abbé Coste, parce qu'ils ont quand même travaillé à deux, que le travail de Pons ait été préfacé par Crépin, c'est le signe qu'il y a eu un travail tout à fait reconnaissable.
digne d'intérêt. Et la chose un petit peu rigolote, c'est qu'en fait, on va découvrir dans cet herbier, là c'est une description de roses. On est aux environs de Montlouis et du Canigou. La rose Pampinifolia, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, il présente une hybridation spontanée entre Pampinifolia et Alpina, qu'on appelle là-bas Pyrénéaca. Bon, voilà. Ça, c'est des observations d'hybridation spontanée. Et il fait marquant aussi, le docteur Ponce donc exerçait à I-sur-Tête. I-sur-Tête, dont était originaire également Louis Amade. Et Louis Amade, c'est l'auteur des paroles de L'importance et la rose. Et cet homme était préfet. Préfet et grand poète. Et c'est un monsieur qui est mort il n'y a pas très longtemps, il y a 25-30 ans maximum. Un sacré parcours. Alors, le gros problème du travail de Ponce, c'est que il a, avec d'autres, découvert une rose qu'il appelle Rosa moschata, variété perpignana. Elle a été trouvée au Serrat d'Anvaker, alors je suis désolé, c'est certainement très mal prononcé, le Serrat d'Anvaker, ouais, d'accord, bon. À Perpignan, vers Auchan, la plus haute colline de la plaine du Roussillon, ils l'ont appelé, enfin, il est identifié pour étant Rosa moschata. Crépin a dans un premier temps marché dedans, puis il s'est dit que c'était pas moschata mais que c'était Saint-Pervirens. Puis il s'est dit à nouveau que c'était moschata. Toujours est-il qu'on a vraiment ce genre de querelle, alors que j'adore, entre scientifiques. Et récemment, je vais retrouver la phrase exacte parce que voilà, un monsieur moschata, qui s'appelle Yvan Louette, qui est un Belge, qui est le conservateur de cet herbier de Crépin dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vraiment le monsieur moschata. Il connaît que les moschata, mais alors il connaît les moschata en tous les détails. Et il a eu des photographies d'un rosier trouvé à Serrat d'Anvaker par un touriste dans les années 90. Il l'a examiné et comparé avec le rosier en question dans l'herbier de Crépin. Et il dit, mais non, c'est pas moschata, et la feuille c'est pas comme ça, etc. Je vais vous présenter la plante qui est discutée. Et en définitive, à l'époque, ils se sont tous mis d'accord pour l'appeler Rosa russino-nensis, c'est-à-dire rose du Roussillon. Et on dit, aujourd'hui, les botanistes disent que Rosa russino-nensis est un synonyme de Rosa moschata. Donc on est revenu à la case du départ. Sauf que ce Yvan Louette dit qu'il n'est pas d'accord et il doit venir pendant l'été 2024 examiner cette rose in situ pour s'assurer pour voir de quoi il s'agit vraiment. Mais bon, c'est vraiment intéressant ce genre de querelle. Alors, ça se joue sur le nombre de dents dans les feuilles, sur le nombre de folioles, sur la longueur du bouton, s'il est plus ou moins pointu, pardon. Et là, bon, j'ai un certain nombre de textes, on ne va pas les lire, mais c'est donc des textes qui sont ou issus du bulletin de la Société botanique de France, dont Ponce était adhérent, membre, ou du bulletin de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, dont François Arago a été président à vie,
Et c'est vraiment, c'est-à-dire, on discute, ces sociétés botaniques organisaient des expéditions sur le site, on faisait des relevés, etc. Et là, en bas de cette page, j'ai souligné un petit truc, c'est très mal souligné, désolé. Simplement pour dire que en 1846, à Banyuls, c'est la seule fois où à propos de rose, je trouve quelque chose où Banyuls est cité. À Banyuls, on aurait donc trouvé ce rosa chata. Moi je dis en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, et tout le monde est d'accord, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas Mochata, c'est Sempervirens, c'est bien Sempervirens, même si quand on regarde ça de loin, ça peut être un peu équivalent. Mais bon, il y a les longueurs de floraison qui ne sont pas les mêmes, etc. Mais toujours est-il que dans la littérature botanique du 19e, on trouve Banyuls cité, c'est quand même un nom extraordinaire, il fallait absolument le souligner. Voilà. On parle encore là, de Rosa ruginonensis. Donc, la rose du Roussillon, elle existe. Moi j'ai ici un guide des rosiers sauvages, c'est un bouquin qui a 10 ans. À Rosa moschata, on lui donne encore comme synonyme Rosa ruginensis, mais ce qui veut dire que c'est quand même un nom qui est encore court. Le nom de rose du Roussillon est encore utilisé, même si on n'est pas du tout sûr qu'elle soit là, au bon endroit. C'est pas un problème, c'est que la rose du Roussillon est là, elle existe, puis sur tête. Voilà. Là, c'est la narration dans le bulletin de la Société botanique de France, une expédition qui part du côté de Collioure et de Port-Vendre, et qui dit avoir trouvé, alors peut-être que le mot a sauté sur la photo, mais Rosa Sempervirens, il me semble quand même qu'on doit le voir, mais bon, peu importe, enfin, dans la liste des plantes qu'ils ont trouvées, voilà, il y a Rosa Sempervirens, c'est sur la colonne de droite, la deuxième citation. Donc le docteur Ponce, Herbarium Rosarium, c'est une chose importante. Quand on parle de rose en Catalogne, ça a vraiment été remarqué par d'éminents scientifiques. Un petit mot pour Candolle. Candolle est un botaniste français puis suisse. On est toujours au XIXe siècle. Il a tenu la chaire de botanique à la faculté de médecine de Montpellier, puisque la botanique s'enseignait à la faculté de médecine à l'époque. Et il a organisé en 1807 une expédition de Collioure à Saint-Jean-de-Luz pour récolter tout ce qu'il pouvait trouver comme plante. Alors là, j'ai mis un rosier qui lui est dédié, qui s'appelle Candolle. Là, c'est Redouté, dont on a parlé tout à l'heure, qui a décrit ce rosier, parce qu'à un moment donné, il y avait un rosier qu'on a appelé Rosa Candeloiona, puisque à un moment donné, à chaque fois qu'on trouvait une petite différence à une rose, on lui donnait un nom différent et tout. Ceci dit, vous verrez au revers des pétales, les petites mèches roses qui sont assez élégantes et assez remarquables. Donc 1807, Candolle fait Collioure, le Saint-Jean-de-Luz, pour récolter des plantes qui sont maintenant à l'herbier de Genève. Et 2 siècles après, un groupe de botanistes français de Montpellier refait le même parcours. Et part le 23 juin 2007, 23 juin, c'est-à-dire 2 mois après la Saint-Jean-de. Et là, manifestement, là, ils sont devant. Je cherche des capres, là, un caprier. Justement, j'ai l'impression que je n'avais jamais fait attention, mais j'ai l'impression que c'est des fleurs de caprier. Donc ils travaillent comme travaillaient les gens à l'époque, on relève, on prend des photos, etc., mais on prend des notes. Voilà l'herbier de Candolle à Genève. Des planches. Et l'expédition qui a été faite en 2007 a constitué aussi un herbier.
Voilà comment on travaillait au 19e siècle. Là, on est habillé, costume, cravate, on va dans les champs, on est équipé, on relève, regardez la délicatesse des dessins sur les côtés, tous les détails botaniques. Et les jeunes gens qu'on voyait tout à l'heure en 2007, finalement, aux tenues vestimentaires près, la démarche est exactement la même. Hein. Tenue vestimentaire près, quand même. Puis bon, un peu plus de matériel quand même, notamment le matériel photo, le matériel informatique, car ils passaient leur soirée à mettre à jour leur découverte. Donc dans ce voyage, ils ont, pas très loin d'ici, trouvé 2 roses. Celle-ci, que je dise pas de bêtises, parce que j'ai toujours hésité. Parce que personnellement, je l'ai jamais trouvé. C'est Rosa de Zeglisi. Alors, c'est de la famille des Rosa canina. Rosa de Zeglisi, du nom d'un descripteur d'Eglisi, qui est le monsieur monsieur des Églises, et le premier à avoir décrit Rosa russinensis. On va parler tout à l'heure de la rose des Roussillons. Donc, ça, c'est une planche qui est une planche de l'expédition de 2007. On voit déjà que ça a déjà bien séché. Et c'est une fleur à côté. Et une autre rose qui a été découverte, on en a parlé tout à l'heure, c'est Rubiginosa, la rose rouille, qui frottait, la feuille frottait sans la pomme, et elle a été trouvée au col de Lugat, c'est-à-dire vraiment pas loin d'ici. Alors j'avoue que je me suis dit, je ne l'ai jamais rencontrée celle-ci, parce qu'on rencontre tellement en bas, on rencontre tellement Saperviens, et on trouve un petit peu de canina pur. Il faudra peut-être regarder, c'est peut-être, ça peut être celle-ci. Voilà. Donc 2007, on refait. Ils étaient avec 2 ou 3 chevaux de Mérins. Je me souviens alors, je signale parce que c'est vraiment intéressant. Il y a un bouquin qui a été fait qui raconte cette expédition. Alors c'est un bouquin, je crois qu'on ne trouve plus dans le commerce. Moi, je l'ai trouvé chez un bouquiniste libraire d'Amélie Lévin. Qui a vraiment un fond de livres à vocation un peu scientifique. On revient un petit tour sur Banyuls. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure je parlais de ce rosé Banksiae, ces roses jaunes le long de l'avenue de Charles de Gaulle. C'est le même rosier, mais on voit bien qu'il a Banyuls, mais qu'on aperçoit derrière la salette. Là, c'est un rosier qui pousse sur une grille en montant au Pugelmas. Il est joli, je ne sais pas comment il s'appelle, j'en sais rien. Je pense pour connaître sa famille, mais le nom précis, j'en sais rien. Ça, c'en est un autre, probablement de la même famille, qui est vers la cave Bertha sur la route des Masses. C'est une floraison absolument fabuleuse. Là, quand on randonne, on peut trouver des rosiers, mais là, franchement, sur le cazotte, là, il a un peu de mal à pousser. On voit un peu de feuilles, mais c'est un petit peu poussif. Alors celui-ci, j'y attache une certaine importance parce que c'est un rosier dont je ne connais pas le nom, qui a une belle floraison, qui... Oui, ouais. D'accord, ouais, j'arrive à la fin, merci. Mais bon, je peux tenir encore 2 heures si vous voulez. C'est un rosier auquel je tiens car il a été prélevé dans la propriété de Mayol, ici à Banyuls, dans le village. Je ne connais pas son nom. Il mériterait d'être... il est très parfumé, très sain. Quand on parle de roses ici, il ne faut pas oublier qu'à Saint-Cyprien, il y a le Jardin des plantes des Capellans, où il y a une collection de roses anciennes assez intéressante. Il y a 200 à 300 variétés qui sont là.
Bon, voilà quelques-unes. Elles ne sont pas très bien mises en valeur du point de vue des noms. Les noms ont disparu, ce qui est un peu bizarre parce que c'est un jardin qui a été qualifié de jardin remarquable, ce qui veut dire qu'il répond à un certain nombre de critères d'organisation, de présentation, etc. Il n'y a pas les noms. Mais bon. Une rose un petit peu rare là, qui est chez eux. En France, elle n'est plus que chez eux. Un rosier liane, bon, la photo est très mauvaise, mais bon, le rosier, on devine à peu près à mi-hauteur de l'arbre. Il va encore au-delà. Une photo là pour se faire plaisir. Un rosier qui s'appelle Roussillon, qui est une obtention récente d'un dénommé Pekmes, un Alsacien. Ce rosier peut encore être trouvé, et je trouve qu'il serait normal qu'on le plante en Roussillon, mais on ne le trouve qu'en Italie. Des petits clins d'œil, ça c'est un tableau de Raoul Dufy. Alors pourquoi j'ai mis Raoul Dufy? Parce que Raoul Dufy a passé les années 40 à 50 à Perpignan, chez le docteur Nicolo. Et ce tableau est daté de 41 ou 42, donc manifestement il n'a été peint à Perpignan. Bon, une jolie chose comme tout ce que fait Dufy. Une autre absolument fabuleuse, c'est un tableau de Salvador Dali qu'il a appelé Rosa Meditava. Le dessin de la rose est absolument fabuleux. Il l'a peint en 58, c'est l'année de son mariage avec Gala. Alors je ne sais pas si on le voit bien sur l'écran, si on voit un petit peu. On voit bien d'où vient la lumière en regardant le couple qui est debout par terre, sur la terre. C'est la plaine de l'Empordà. C'est une citation, et Dali en a fait beaucoup dans ses tableaux, pour ça aussi que j'aime bien le présenter. C'est une citation de l'Angélus de Millet. Et on voit bien l'ombre projetée du couple au moment de l'Angélus. Donc, voilà. Un rosier rouge magnifique, comme il en existe beaucoup. Bon, là, je vais passer rapidement parce que je me finis par me faire disputer. Il n'y a pas d'obtenteur en Catalogne Nord. Il y en a un très célèbre en Catalogne Sud qui s'appelle Pierre Dot, qui est un monsieur qui est mort au début des années 70, qui a son palmarès 300 à 400 variétés. J'aime bien cette photo parce que c'est le grand-père qui présente des roses à ses petits-enfants. Et moi, d'expérience, je sais qu'à chaque fois qu'on parle de roses aux enfants, surtout quand on leur explique comment on fabrique une rose, comment on pollinise et tout, ils sont toujours fascinés. Une de ces belles obtentions qui s'appelle Nevada, il en a une qui s'appelle Canigou, qu'on ne trouve plus. Évidemment, elle est blanche. Celle-ci s'appelle Catalonia. Celle-ci est très belle, peu importe, elle s'appelle Madame Grégoire Staclin, mais c'est vraiment une très très belle rose, un parfum absolument fabuleux. Celle-ci on ne la trouve plus, mais on trouve quand même une représentation. Là on est sans méor, on est les couleurs un peu, les couleurs catalanes. Sans méor c'est l'anse, mais bon, ouais. La Catalogne c'est aussi sans méor. Elle s'appelle Méditerranéa. Voilà. Une femme qui a succédé à Peter Dot, qui vit aujourd'hui à Mathilde Ferrer, une de ses belles roses. Alors, celle-ci, il faut en parler, parce que c'est Bardou-Job. Une rose qui s'appelle Bardou-Job. Elle a été créée par un obtenteur de l'autre côté de la Méditerranée, de notre côté, mais de l'autre côté du Golfe, Nabonand, du côté de Nice. C'est une très belle rose. Je trouverais normal qu'elle puisse être plantée à Banyuls, en d'autres endroits dans les Pyrénées-Orientales, mais à Banyuls, il y a des traces de Bardou-Job aussi. On peut encore la trouver. Ça, c'est une lithographie. Elle est originaire, ça c'est sa mère, et ça c'est son père. Il y a aussi une rose Madame Bardou-Job, elle n'existe plus, c'est tout ce que j'ai trouvé comme représentation.
et quand même trouvé une photo de sa mère, une rose assez célèbre aussi, et voilà. Et François Arago. François Arago a une rose, aussi. François Arago, qui est quand même un sacré personnage, qui a été, je le disais tout à l'heure, président à vie de la Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, et qui a été le scientifique que beaucoup connaissent mieux que moi, mais qui a aussi été un homme politique. Il a presque eu pendant quelques semaines un rang de chef d'État, en 1848. Cette rose existe toujours, on ne la trouve qu'en Allemagne ou qu'en Italie, mais c'est pareil, je trouverais normal qu'elle puisse être plantée quelque part chez nous. Voilà. Elle est dite par des sondages comme étant la plus belle rose, elle s'appelle Victor Hugo de Meillan. Bon, elle est bien ordonnée. Alors, contrairement à ce qu'on attend, à ce qu'on trouve souvent chez la rose rouge, elle n'est pas ce parfum épicé, elle a un parfum de groseille, qui est un petit peu étonnant. Et pas désagréable du tout, parce que c'est toujours intéressant d'être surpris. Là, c'est une rose, je termine, une rose que j'aime bien parce qu'elle s'appelle Madame Lefebvre. L'actuelle est quand même plus jeune parce que celle-ci, elle date de 1835. Et une de mes roses préférées, qui s'appelle Bracteata, on en a parlé tout à l'heure, c'est une rose absolument fabuleuse parce que parmi les roses sauvages, c'est une des rares qui refleurit. Elle a un bouquet d'étamines qui est absolument splendide. Et elle fleurit de fin juin à jusqu'à fâché avec un ami berniolinque à qui j'avais offert un Bracteata, tout petit. Et je lui dis, mais au fait, il va bien, ton bras. Ah, je l'ai arraché. Il était en train de bouffer mes citronniers, il grimpait dessus, etc. Voilà. Merci de votre attention.